Salut Ludo, tu es né le 1er septembre 1991 à Créteil dans le Val-de-Marne. Tu as 29 ans, tu mesures 2,06 m et tu es basketteur professionnel au Nantes Basket Hermine. Pour commencer, on va parler un peu de ton enfance. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton enfance et tes premières années du côté d'Orly? Ok, je pourrais vous raconter, c'est des bonnes années. Des années où voilà, t'es jeune, tu fais beaucoup de conneries forcément. D'où je viens à Orly, voilà, c'est les quartiers de banlieue parisienne. Donc voilà, j'ai eu une bonne enfance avec mes frères et sœurs voilà, où j'ai pas une enfance correcte d'un enfant normal, quoi. Sans plus, je sais pas comment développer dessus. Et justement, Ludovic Negora, il était comment pendant son enfance? Il était turbulent, beaucoup turbulent. Voilà, j'aimais toujours rigoler, les conneries. Voilà, c'était ça Ludo Negroma, avant de grandir un peu après. Il y a un souvenir en particulier que tu pourrais nous raconter sur ton enfance? Mon enfance, ce que j'aimais le plus, c'est les moments à la récréation en primaire, hein. Je pense que c'est les moments où j'ai le plus kiffé, ou quand j'allais jouer au foot avec les copains. Forcément, les profs, ils disaient à ma mère, il aime pas trop les cours. Forcément, j'attendais l'heure de la récréation pour aller jouer, en fait. Et donc après les années passent et donc à 17 ans tu te mets à jouer non pas au foot mais au basket dans le club de ta ville à Orly, alors que le basket à l'origine c'est pas forcément ta passion à l'époque. Non, franchement, j'aimais pas le basket. J'aimais pas le basket, sauf quand on faisait comme ça au collège en sport, mais sinon c'était un sport où spécialement j'avais accroché. Mais après, j'avais commencé, à un moment il y avait un peu une mode à Orly où il y avait là où Konaté qui faisait déjà du basket, mais qui me disait viens au basket, t'es grand. Donc j'avais essayé, mais bon, la coach en a décidé, je crois que j'avais essayé en minime, je crois que c'était minime. Mais la coach avait décidé de pas me faire jouer. Et du coup, je me suis dit, ce sport n'est pas vraiment intéressant. Du coup, je suis reparti jouer au foot, voilà, avec mes potes, comme je faisais comme ça en loisir, pour le plaisir. Et du coup, c'est à l'âge de 17 ans où, voilà, un ami, Christophe Butez, il m'a proposé de revenir. Bon, il a bien ramé pour que je revienne. Mais au final, je suis revenu et j'ai accroché. Et à ce moment-là dans ta jeunesse c'était quoi en fait le plan, parce que on suppose que t'étais pas spécialement programmé pour devenir un basketteur professionnel. Non, j'étais programmé pour devenir le futur Thierry Henry. Quand j'étais jeune, je me prenais pour Thierry Henry. Et, non, ouais, à ce moment-là, c'est que tu découvres le sport. Forcément, au début, t'accroches parce que bon, j'étais assez grand pour mon âge et du coup, tout te paraît facile. On joue en départ, donc tout te paraît facile. T'es plus grand que tout le monde, tu mets les paniers facilement. Mais du coup, à un moment, j'ai eu un petit moment où je me lassais du discours, t'es grand, mets-toi en bas du cercle, tu prends le ballon et tu remets dans le cercle. Je me suis lassé de ce discours-là et j'ai failli décrocher. Et c'est quand, voilà, Manu, mon ami Manu Coudray, il est revenu en banlieue parisienne, à Orly, où il a repris l'équipe senior à Orly et m'a fait découvrir une autre façon de jouer au basket où tu pouvais t'écarter, tirer, dribbler, courir, sauter, où c'était complet et là j'ai vraiment accroché, quoi. T'avais d'autres projets en dehors du sport à cette époque-là ou pas spécialement? À cette époque-là, j'avais pas spécialement de projet. Après, j'avais décroché déjà de l'école, mais où je travaillais, j'étais animateur à Orly. Donc du coup, voilà, j'étais à 17 ans, je travaillais déjà. Du coup, j'avais pas spécialement de projet. Je vivais pas du basket, mais c'était un petit plaisir. Et c'est quand
voilà, j'ai eu l'opportunité de vivre du basket, moi je suis parti, mais sinon, j'avais pas réellement de projet sportif à ce moment-là. Et est-ce que pendant ta jeunesse, il y a des personnes ou des rencontres qui t'ont marqué quand tu vivais à Orly? Oui, oui, il y a, je dirais, Christophe Butez, Toumani Konaté, un ami, et Manu Coudray, connu sous le nom de Manuquet, mais maintenant il est assistant coach. Du coup, voilà, c'est les personnes qui m'ont marqué et qui m'ont aidé à mûrir. Et donc seulement 2 ans après tes débuts dans le basket, tu quittes la région parisienne pour rejoindre le club de Saint-Nazaire, à côté de Nantes en 2010. Ouais, c'est ça. Je sais pas si Totofi va voir ce moment-là, mais il l'aura un peu mauvaise parce que je m'en souviens à ce moment-là, quand j'ai décidé de rejoindre Saint-Nazaire, c'était via mon ami Toumani qui m'a dit il m'a dit Ludo, franchement t'as des qualités, faut que tu les exploites, faut que tu partes de la région parisienne. Et du coup on avait fait ça, comme on dirait chez nous, en loose day. Et du coup on en avait parlé à personne, on gérait ça tous les deux et il m'a trouvé le spot de Saint-Nazaire. Et c'est de là que je suis parti et mon ami Christophe Butez, il était pas content et tout. Mais aujourd'hui, je pense toujours que c'était un bon choix. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Saint-Nazaire, grâce à Toumani. Ça a été dur au début de quitter un peu la famille, la région parisienne, tous les amis que tu avais là-bas? Ça a été dur, oui et non. Oui et non, parce que ma mère très jeune te formate à être mature en fait. Du coup, elle avait souvent le discours quand on était jeune. Si vous voulez pas aller à l'école, vous allez travailler, vous allez partir de la maison. Donc du coup, tu te formates. Voilà, après c'est dur, c'est vrai de quitter les amis, mais à ce moment-là, je travaillais déjà. Du coup, c'était une nouvelle expérience. Mais voilà, ça a été dur au début, mais après j'ai fait de super connaissances là-bas qui m'ont facilité les choses. Et au fil des rencontres, tu intègres un centre de formation prestigieux, donc celui du CSP Limoges, sur la saison 2011-2012, juste après ton passage à Saint-Nazaire. C'est ça. Ça, je sors d'une bonne saison à Saint-Nazaire, où au début, c'était pas prévu que je joue avec l'équipe de National 3. Et au fur et à mesure, il y a eu des blessés, et du coup, le coach a décidé, on n'avait pas vraiment eu le choix de me faire jouer parce que il y avait les blessés et les dirigeants voulaient que je joue. Du coup, j'ai pu me montrer et j'ai fait une belle saison à Saint-Nazaire et j'ai fait la détection en région parisienne dans le 95 où il y avait le centre de formation du Limoges CSP qui faisait une grande détection. Et à ce moment-là, quand j'ai vu, on était 50. Dans le gymnase, on était nombreux et je me dis, mais je vais jamais intégrer le centre de formation. Il y avait des joueurs, mais qui avaient des qualités énormes. Et du coup, le coach Sylvain Maurice a décidé de me prendre. Et en fin de saison, de la première année où j'étais à Limoges, je lui ai demandé, mais Sylvain, sincèrement, t'as vu les joueurs qu'il y avait à la détection? Pourquoi tu m'as pris moi? Il me dit, parce qu'avec toi, il y avait tout à refaire, vu que j'ai commencé tard le basket. Et du coup, il aimait développer les joueurs et c'est pour ça, ça m'a permis de me développer avec lui à Limoges. Et du coup, j'ai kiffé mon année. En plus, on fait une super année où on monte en National 2. C'était top. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné en arrivant à Limoges dans le club? La salle. La salle, la première fois que je suis arrivé, on avait une petite réunion avec le président et les 5 joueurs qui avaient des contrats stagiaires. Donc du coup, à ce moment-là, tu voyais la salle de Beaublanc immense, avec Kaïma Calarné et Joseph Gomis qui s'entraînaient à ce moment-là. C'est sûr que c'était différent de Saint-Nazaire. Tu te dis, bon, ok, et moi j'avais pas conscience de ça à ce moment-là encore, et c'est ce qui m'a plus impressionné en fait, c'est la salle. Et finalement, donc en 2013, tu es de retour en région parisienne, dans le club de Sceaux pour jouer en National 2. Est-ce que tu l'as un peu vécu comme un retour aux sources? Parce que tu reviens à seulement quelques kilomètres de chez toi, là où tout avait commencé?
Ouais, c'est ça, je l'ai vécu. Bon, après, j'ai pris goût aussi à le fait de partir de la région parisienne. Ça m'a changé et tu vois une autre mentalité et du coup j'avais vraiment apprécié ce moment où tu pars de la région parisienne et j'ai hésité avant de revenir en région parisienne et du coup quand So s'est présenté, c'était de la Nationale 2 à ce moment-là et je me suis dit est-ce que c'est bon de refuser ça et du coup je suis revenu en région parisienne et c'était comme un retour aux sources au final et voilà c'était plus un retour aux sources que le contexte sportif, j'aurais aimé mieux faire là-bas, mais ça s'est pas fait et du coup je suis resté qu'une année. Ouais, c'est ça, parce que la saison suivante, donc tu rejoins l'URB, l'Union Rennes Basket en National 2 puis en National 1, et c'est un peu à ce moment-là que tu vas réellement prendre ton envol, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Je suis parti à l'URB la saison suivante où j'avais pas de réelle proposition en fin de saison à Sceaux. Et là, Pascal Thibault s'est présenté à moi avec un coup de fil. On a pu discuter. Et, il m'avait dit clairement que voilà comment était construite l'équipe et l'équipe était construite autour de certains joueurs et que moi j'arrivais, j'étais dans la rotation, mais qu'il y avait possibilité de grappiller un peu plus et du coup moi j'ai aimé ce discours-là, je suis venu et j'ai pu faire mes preuves et ainsi de suite. J'ai prolongé avec l'URB où on a connu une finale de Coupe de France et une montée en National 1. Après bon le petit coup de moins bien c'est qu'on a fait l'ascenseur quoi. Mais du coup c'était des très belles années à l'URB et voilà c'est un club que je retourne souvent voir des matchs où je suis toujours en contact avec les dirigeants parce que c'est un club où je suis très proche d'eux. Et donc ensuite vient Grias Oberhofen, toujours en National 1 avec une saison magnifique, ponctuée par un titre de champion en NM1 et une accession au Pro B. Ouais, non franchement c'est... Comme il y a Xavi, on l'a vécu ensemble, forcément c'est comme on dit, c'est des saisons comme ça, t'en vis pas 10. T'as un groupe avec humainement tout le monde s'entendait bien et c'est rare ça. Des fois il y a des petites frictions dans les équipes, ce qui est pas mauvais pour un groupe, mais là c'était tout se passait bien. Le style de jeu du coach, on a adhéré tous et du coup on a tous pris plaisir à jouer ensemble. Et du coup forcément cette saison-là c'était une surprise. L'objectif c'était les playoffs. Ou un maintien confortable et finalement tu te retrouves premier avec 3 défaites de la saison. Voilà, c'est une saison que tu kiffes en plus, voilà, tu kiffes, c'est tout. On prenait les matchs match par match, on n'avait pas de pression, franchement. On jouait pour prendre plaisir et ça c'était top. Surtout t'es professionnel et tu prends du plaisir en plus avec des gars qui ont une bonne mentalité, c'est nickel quoi. Et justement, tu l'as abordé dans ta réponse. Là-bas, tu apprends à connaître un certain Xavi Forcada et cette année, tu le retrouves à Nantes finalement. Ouais, non, franchement, c'est top. Moi, j'ai kiffé mon année avec lui. Il le sait très bien. Et l'année avant qu'il signe à Rouen, on aurait voulu qu'il soit avec nous à Nantes. Mais bon, c'est normal. Il avait des propositions de type élite avec la saison qu'il venait de faire. Voilà, c'est un super joueur et au-delà du joueur, j'apprends à le connaître et j'ai appris à le connaître à Grise et bon, je lui disais des petites conneries en espagnol et tout, et on allait tout le temps ensemble à l'entraînement et le fait de l'avoir cette saison avec nous, moi je suis content. Et cette année-là, tu participes aussi au All-Star Game de NM1, un match lors duquel tu es élu MVP avec 19 points, 8 rebonds, 4 passes pour 30 d'évaluation. Ouais, c'est la première édition du All-Star Game NM1 cette saison, où Pro-Am Media a créé cet événement pour justement mettre en avant les joueurs de NM1. Et du coup, je trouve c'est une bonne initiative parce que des fois, on parle pas souvent des niveaux en dessous d'où je viens.
Mais si tu vas faire un tour, tu vois qu'il y en a plein qui ont les qualités pour aller au-dessus. Après, bon, c'est toujours faire la bascule qu'il faut. Et moi, le fait d'être monté avec Gris, ça me l'a permis. Et du coup, faire cette première édition d'All-Star Game, ben, pareil, c'était un moment partagé avec des gars contre qui tu as joué pendant la saison. Et du coup, c'était un super moment. Et en 2018, donc c'est l'arrivée à Nantes, tes premiers pas en Pro B, et donc on va dire dans le monde professionnel, avec la LNB. Est-ce que ça a été pour toi un aboutissement ou plutôt une nouvelle étape de franchie? En plus, une nouvelle étape de franchie, parce que dès que j'ai commencé à vraiment me dire ben, je peux aller vraiment jouer à des niveaux au-dessus, déjà en National 3, je me disais, ben, par exemple, je me disais, ben, je suis en National 3, ben, je veux aller en National 2. Même si à cette époque-là, on me disait, tu peux aller en NM1, je faisais toujours étape par étape. Donc pour moi, la Pro B, c'est quand j'arrive, ben, c'est pas une étape acquise encore. Je sais que je dois faire mes preuves et du coup, voilà, j'ai fait mes preuves à Nantes et c'est une étape de fait. Maintenant, il y a un niveau au-dessus que j'aimerais aller tâter si c'est possible. Et la consécration à Nantes, c'est la victoire en Leaders Cup Pro B en 2020 contre Antibes. Ouais, c'était une saison où on commence très bien cette saison. On commence très très bien, je crois même l'un des meilleurs départs de l'Hermine. Et je pense que le fait que tout le monde ait la finale de Leaders Cup dans la tête, au retour des vacances, ben, on commence à perdre des matchs et du coup on se met la pression tout seul au final et tout le monde te parle de cette finale un mois avant et du coup moi j'aimais pas trop le fait qu'on les avait joués en championnat, on les avait déjà battus, ouais ça va être facile. Je me souviens quand on me parlait de la finale, je disais non, on verra le jour du match et du coup ce jour-là il était bien tombé pour moi. J'ai explosé les records en carrière et c'était nickel et franchement voilà, j'avais pas envie de perdre une deuxième finale après celle avec Rennes à la Carotel Arena. C'est pour ça j'en parlais pas trop jusqu'à la finale et du coup c'était un super moment pour moi et pour tout le monde. Il y avait ma famille, en plus c'est en région parisienne. C'était un bon retour aux sources. Et t'es élu MVP lors de cette finale. À quoi tu penses au moment où tu reçois ce trophée après la rencontre sur le parquet de Disneyland? Non, honnêtement, je vais vous dire honnêtement ce que je pensais. J'étais content, mais voilà, tu te dis des fois, il y a des critiques et qui sont faites sur toi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais du coup, ben, ce trophée, je me suis dit, ben, au moins personne peut me l'enlever. C'est vrai que quand tu regardes mon parcours, j'ai fait National 3 monté, N2 monté, N1 monté en Pro B. Mais il y a toujours, j'ai l'impression, ce truc où on se dit, Ludo, on peut pas avoir confiance à 100% en lui. Du coup, quand tu ramènes ce premier trophée à Nantes, et c'était l'objectif quand j'ai prolongé à Nantes, c'était de monter, mais après que la Leaders Cup soit venue, c'était de ramener ce premier trophée à Nantes, et du coup, t'es super content de ramener ce trophée pour le club, et c'est le premier de son histoire. Du coup, c'est une grande satisfaction. Et c'est une façon de dire, ce trophée, personne ne peut me l'enlever. Il est à la maison, tranquille, devant la télé pendant que je joue à Call of. Donc... Et à quel moment de ta carrière tu t'es dit voilà, le basket ça peut devenir mon métier? C'est à partir du moment que je suis arrivé à Limoges. Parce qu'à Limoges, tu arrives dans un contexte pro. J'étais stagiaire, j'avais jamais fait d'entraînement avec des pros. Et du coup, quand tu vois l'éthique de travail qu'ils ont, tu te dis là, tu rentres dans le vrai. Que à Saint-Nazaire,
c'était la Nationale 3 et il n'y avait pas les mêmes éthiques de travail, et ce qui est normal. Hein. Mais le truc, c'est quand tu arrives dans un vestiaire où tu es jeune, tu t'entraînes avec les pros. Et moi, ça va, cette année-là, je suis tombé avec de super gars, hein, des pros voilà, comme des Sambou, Traoré, des José Gomis, des Raph Desroses, que des mecs hyper cool. Au final, l'intégration, pour toi, ça va. Et du coup, c'est de là, tu te dis, ah ouais, c'est ça être pro. Et du coup, tu commences à te dire, bon, il y a quelque chose à faire, quoi. En l'espace de 10 ans, t'es passé du niveau départemental à la Pro B. Aujourd'hui, quand tu y repenses, qu'est-ce que ça t'inspire? Non, je suis content. Franchement, je suis très content. C'est du travail. Mais je vais pas dire j'ai travaillé. Voilà, des fois, tu peux regarder, il y en a, ils te disent, t'as l'impression qu'ils ont le parcours de LeBron James, quoi. Mais voilà, c'est une satisfaction personnelle. Personnelle, mais des gars comme moi, quand tu vas dans les niveaux en dessous, il y en a plein. Il y en a plein. En région parisienne, je les compte même plus. Mais donc voilà, c'est un super parcours, mais c'est une satisfaction personnelle. Et voilà, c'est des gars comme moi qu'on faim, voilà, qui veulent grappiller des niveaux, mais qu'il suffit juste qu'on leur donne leur chance et qui tombent au bon endroit comme moi j'ai pu tomber. Voilà, depuis le début de cette ascension, ben, quand tu regardes, ben, je suis souvent tombé avec des coachs qui m'ont donné ma chance, qui ont cru en moi aussi. Et du coup, voilà, des coéquipiers super. Donc c'est ce qui fait que voilà, t'arrives là. Je leur souhaite la même chose à ces gars qui ont le même parcours que moi. Désormais, la Jeep Elite, c'est un rêve pour toi? C'est pas un rêve, je dirais pas un rêve. Je dirais pas un rêve, mais c'est une étape que je dois franchir. C'est une étape que je dois franchir. Si je la franchis pas un jour, je serai pas déçu. Je serai pas déçu, voilà, je serai pas frustré. C'est quand je regarde mon parcours, je suis très content, voilà. Mais c'est une étape que je dois aller chercher. Que je dois aller chercher, et si je peux aller la chercher, j'irai la chercher. Justement, tu as un parcours assez atypique. Quel message tu pourrais faire passer aux jeunes basketteurs qui parviennent pas forcément à intégrer un centre de formation? Bah de pas se dire que si on n'intègre pas un centre de formation, tout est fini. Parce que certes, moi j'ai intégré le centre de formation de Limoges CSP, mais j'étais en National 3. Donc pour moi c'est pas, t'as pas le même apprentissage qu'en espoir, parce qu'en National 3 tu peux retrouver des anciens pros, voilà, qu'on fait leur carrière et qui redescendent. Tu joues avec des gars déjà plus matures, ou voilà, avec un style de jeu différent. Après National 2 pareil, tu peux toujours faire tes gammes en fait. C'est pas parce que tu t'es pas rentré dans un centre de formation prestigieux que forcément tout est fini. Je pense que non, et je pense que voilà, il y a toujours un endroit où tu peux passer. Si tu as envie de réussir, c'est toi et voilà, et tes choix aussi. Et les choix sont importants, voilà, de pas forcément quand t'es jeune courir après l'argent, plus courir après le temps de jeu, l'éthique de travail. Du coup, voilà, je pense que faut faire étape par étape et ne pas forcément vouloir aller chercher le plus gros directement. Parce que si le plus gros tu ne l'as pas, ben, je pense que tu seras déçu. Du coup, moi, j'ai jamais été déçu de mes choix, même si j'ai eu des échecs dans ma carrière, hein, comme tout le monde, je pense, mais j'ai jamais été déçu parce que voilà, je me suis toujours dit, je vais faire étape par étape, et si un jour ça arrive pas, je me dirais, bah, j'ai essayé au moins. C'est tout. Si on sort un peu du monde du basket, on sait aussi que le foot, c'est une grande passion pour toi. Ouais. Ah là là. Le PSG me font du mal cette saison, mais c'est vrai que c'est une grande passion. Et justement, cette passion, elle est venue
de Thierry Henry, tout simplement. Franchement, quand j'étais jeune, je regardais ses matchs. Je me suis dit, il est fort. Hein. Là, les gens, ils voyaient Mbappé. Hein. Ok, Mbappé. J'aime bien Mbappé, hein, c'est mon Messi. Hein. Mais pour moi, le meilleur joueur, ça reste Thierry Henry. C'est celui qui m'a fait kiffer le foot. C'est un tueur, c'est un killer. Et du coup, quand je regardais les matchs de l'équipe de France chez moi, avec mes tantes, ma grand-mère, tout ça, tout le monde criait par la fenêtre quand il y avait un but. Et c'est ces moments-là, quoi, qui font kiffer le foot. Et j'aime toujours le foot aujourd'hui. Et d'ailleurs, certains nous ont dit que tu te débrouillais pas trop mal pour quelqu'un qui mesure 2,06 m. Demandez à Edgar et ses potes. Demandez à Edgar et ses potes, parce qu'avec Vafessa, on l'aura fait il y a 2 saisons. On est parti faire un petit five. Ils se sont dit, bon, c'est 2 basketteurs, allez. On leur a fait la misère. D'ailleurs, il y en a un qui est toujours en rééducation. Demandez-lui à Edgar. Et si t'avais dû choisir entre le foot et le basket, t'aurais pris quoi? Alors, honnêtement, j'aurais choisi le foot. J'aurais choisi le foot, pour être honnête. Ouais, j'ai toujours aimé le foot depuis petit. Ouais, non. J'aurais choisi le foot, mais 1000 fois, même si j'adore le basket aujourd'hui. Mais par exemple, ça dépend les matchs de basket où je vais être à fond. Mais les matchs de foot, il suffit de demander à ma copine quand me voir regarder un match du PSG, ce que ça donne. Ah non, le foot, je suis à fond. Finalement, le destin a choisi le basket. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je sais pas. Le meilleur, la santé. La santé avant tout, voilà. Surtout avec cette pandémie, je dirais la santé. C'est le plus important.